Donc, ce soir, on va vous parler d'auto-hypnose et de cohérence cardiaque. C'est-à-dire deux termes qui, à mon sens, parce qu'ils sont encore un peu trop techniques, c'est-à-dire auto-hypnose, ah bon, on peut s'hypnotiser soi-même, d'accord. Cohérence cardiaque, d'accord. On peut rapidement imaginer qu'il y a un rapport avec le milieu médical, alors que, je vais dire, pas du tout. Notre volonté ce soir, en fait, c'est de vous en parler le plus simplement possible, parce qu'on pense que si on fait passer le message de manière la plus simple possible, forcément les outils deviennent les plus accessibles aussi possible. C'est-à-dire qu'on aurait presque pu, et vous le verrez tout à l'heure, avoir remplacé les termes cohérence cardiaque et auto-hypnose par, je le fais dans l'autre sens, l'imagination pour l'auto-hypnose et la respiration pour la cohérence cardiaque. Donc on pourrait finalement intituler le thème de ce soir, l'imagination et la respiration au service de votre pratique sportive. D'accord ? L'idée, c'est vraiment d'en avoir une vision très très simple. En tout cas, la plus simple possible. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, alors j'imagine que tout le monde a sa vision de l'hypnose. On va tenter de vous en donner une, en tout cas ce soir, qui finalement est une vision de l'hypnose qui a, en tout cas personnellement, jalonné mon parcours. C'est-à-dire qu'on cherche souvent cette définition de l'hypnose. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, on en a une vision assez limitée. Et parce que cette vision, elle est limitée, forcément, elle est limitante, voire, et là c'est un petit coup de gueule, elle est archaïque un petit peu. C'est-à-dire que la vision qu'on en a aujourd'hui, elle est souvent véhiculée par le spectacle, par le cinéma, par tiens, quelqu'un m'a dit qu'il avait fait une séance, et aussi donc forcément par le spectacle qu'on voit de plus en plus à la télé. Et le spectacle amène une croyance, alors une croyance au sens large, c'est que souvent, dans l'hypnose, il y a deux camps. Et certainement que dans la salle, j'imagine qu'il y en a qui se posent la question, est-ce que je suis hypnotisable? Ou est-ce que je le suis pas? Certainement, je sais que certains font de l'auto-hypnose, mais souvent on se pose cette question, est-ce que je suis hypnotisable? Et souvent cette croyance, elle vient justement du spectacle. Vous savez, un spectacle, ça commence souvent de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hypnotiseur va vous faire un test de suggestibilité. Et en fonction, il va observer, et puis il va regarder qui rentre dans l'état d'hypnose et qui ne rentre pas, en tout cas, qui vit ce test de suggestibilité, de manière positive, et ceux qui ne le vivent pas de manière positive. Et en fonction, il va faire son marché. Et il va se dire, tiens, toi, viens là, toi, reste là, tu vas foutre en l'air ma soirée. Et donc, ce qu'il oublie de dire, en fait, c'est que ça fonctionne sur tout le monde. La seule caractéristique, c'est qu'il va choisir les personnes chez qui ça fonctionne rapidement. Parce qu'un spectacle, comme ce soir, il y a un temps, et du coup, il faut arriver à garder ce timing-là. Sauf que dans la tête des gens, ceux qui restent, souvent, ça fait pourquoi je suis pas hypnotisable? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça génère cette croyance-là, et finalement, on la garde. Ce qui est très dommage, parce que du coup, on va évoluer en se disant que potentiellement, l'hypnose, c'est pas fait pour nous. Et c'est cette vision, en fait, qui est très limitante. Aujourd'hui, moi, quand on me dit, je ne suis pas hypnotisable, et je l'entends, aujourd'hui, on était sur un salon, et on l'a encore entendu, alors moi, vous pouvez y aller, je suis pas hypnotisable. Et quand on me dit ça, moi, ça me fait l'effet de quelqu'un qui me dirait, quand je vais au cinéma, je rentre pas dedans. Quand je vais au cinéma, j'y crois pas. Le type qu'on a surtout pas envie d'avoir à côté de soi au cinéma. Vous savez, c'est non, c'est gros, là. C'est un Marvel. Et du coup, on va avoir une personne qui, en permanence, va nous dire, non, ça c'est des acteurs, j'y crois pas. Ça c'est une fausse émotion. Regarde. Ça tu sais avec quoi ils font le sang? Ils font le sang. Voilà, le film imbitable. Et cette idée, en fait, pourquoi je fais cette métaphore avec le cinéma, c'est que, alors, si je vais un peu plus loin, la personne regarde le film alors qu'elle a payé. C'est-à-dire qu'a priori, l'idée, c'est de rentrer dedans. Et je garde cette métaphore et je vais parler simplement, le scénariste ou le réalisateur, finalement, quand on y pense, son métier, c'est de nous hypnotiser. C'est qu'en un minimum de temps, en un minimum de secondes, avec un minimum de scénario, on puisse commencer à ressentir des émotions. Qu'on puisse simplement se dire, tiens, ce film, je l'ai aimé parce que je l'ai aimé. Ressentir. Je l'ai aimé parce que ça m'a permis de vivre telle ou telle émotion, et c'est souvent ce qui fait qu'on va s'en souvenir en plus. Et on le verra, le rôle des émotions dans le souvenir. Je vais juste vous raconter aussi une anecdote que j'ai vécue en cabinet, tout début de ma pratique, et pour moi c'était un point clé, en tout cas dans ma compréhension de l'hypnose, et qui a participé à la définition que j'ai aujourd'hui de l'hypnose. Une personne vient au cabinet pour arrêter de fumer, une 50aine d'années,
il y avait quelques petits détails que je pouvais pas louper. C'est-à-dire qu'elle arrive, chemise fermée, cravate, ok, jusque-là c'est normal, blouson, on est en plein été et on est à Avignon. Yeah. Donc forcément, je regarde ça, il y a un truc. Et effectivement, derrière, il y avait plein de croyances limitantes sur l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose, certainement, en tout cas, c'était l'image qu'il s'en était fait, dans l'hypnose, il y a une perte de contrôle. Perte de contrôle, bah tiens, je garde mon blouson, tiens. Perte de contrôle, c'est de la manipulation, peut-être que je vais être inconscient, c'est du sommeil. Donc toutes ces données, en fait, qu'il a fallu que je prenne en compte et que je commence simplement à déceler, à désamorcer, entre guillemets. Donc je prends le temps de désamorcer ça, on fait le travail, alors je peine à le mettre dans l'état d'hypnose, voire même j'y arrive pas. Et quand je dis j'y arrive pas, parce que j'avais la prétention de penser que c'était à moi de faire le taf. Donc je me disais, comment j'y arrive pas, je trouve pas la porte. Malgré tout, je fais un travail avec lui. Il repart, bredouille. Parce qu'il n'avait pas eu sa preuve de l'état d'hypnose. D'accord ? La personne qui arrive après, un enfant de 6 ans ou 7 ans, peu importe, qui venait pour des problèmes d'énurésie. Donc il faisait pipi au lit. Il vient. Alors l'attention des enfants est très précieuse. C'est-à-dire que ça a dû durer un quart d'heure, 20 minutes. Donc très très court. Et finalement, je crois que j'ai même pas eu le temps de parler d'hypnose, en fait. J'ai pas parlé d'hypnose. On a simplement à un moment donné, on a simplement du coup parlé simplement du système de filtration, donc des reins, de la vessie, avec des mots adaptés à son âge. Finalement, on s'est bien marré en 15 minutes. Et à un moment donné, il a simplement fermé les yeux. Et on va dire mentalement, il a imaginé, un euphémisme, il a imaginé simplement un petit robinet, par là, qu'il pouvait ouvrir et fermer en fonction de ses envies et de ses besoins. Alors j'imagine, de mémoire, on a fait aussi une autre métaphore, ça aurait pu ressembler à une flaque qui s'assèche, qu'il peut observer s'assécher, et c'est tout. Il est reparti. Le lendemain, sa mère m'appelle pour me dire, écoutez, il n'a pas fait pipi au lit, il faisait pipi au lit tous les jours, toutes les nuits. Écoutez, il n'a pas fait pipi au lit. Il me dit, écoutez, a priori, tant mieux, il était venu pour ça, chouette. En tout cas, lui, il s'était offert la possibilité de changer en 15 minutes, sans même parler d'hypnose. Je prends des nouvelles, les semaines plus tard, des mois plus tard, toujours pas pipi au lit. J'étais content, et puis ça me rassurait, en plus, j'étais au début de ma pratique, je me disais, cool, j'ai dû faire un bon taf, parce que je croyais que c'était moi qui faisais, encore une fois. Quand ça marche pas, on se dit, qu'est-ce que j'ai pas fait? Quand ça marche, on se dit, ouais, j'ai réussi. Et ça m'a amené à une définition encore différente de l'état d'hypnose, mais une définition peut-être plus intéressante, celle de être hypnotisable. Et du coup, pour moi, et je dirais aujourd'hui pour nous, être hypnotisable, c'est la capacité à accorder du crédit à son imaginaire. La capacité à accorder du crédit à son imaginaire. Je regarde un film, finalement, est-ce que je rentre dedans ou pas? Est-ce que je me laisse aller? Je peux très bien bloquer, là, j'y vais pas. Et l'hypnose, finalement, quand on commence à l'imaginer comme ça, quand on commence à avoir cette simplicité presque dans le process, moi ça me fait penser à, je ne sais pas si certains se souviennent de Peter Pan, mais surtout le film Hook. Je ne sais pas si certains, avec Robin Williams, en tout cas il y a une scène où il est attablé avec des enfants, et parce qu'il est encore dans son rôle d'adulte, les enfants sont en train de manger une nourriture invisible. Et lui il est dans son rôle d'adulte, et du coup, il est là, il ne voit rien. Progressivement, en commençant à quitter ce rôle d'adulte et en commençant à jouer, c'est important ce mot-là, en commençant à jouer, en commençant à imaginer et à être avec les enfants, il va commencer à voir la nourriture. Il va commencer à la voir, il va commencer à la ressentir, à la goûter, donc ça part en baston. Mais l'idée c'est qu'il abandonne ces croyances pour finalement arriver vers les croyances de l'enfant. Et vous allez voir, l'hypnose, c'est un jeu d'enfant. Et la plupart du temps en séance, le temps que je peux perdre quelquefois avec les personnes qui gardent leur manteau, c'est une métaphore, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'ils redeviennent un petit peu des enfants. Au même titre que quand on était gosse, quand on était sur notre lit et qu'on se disait il y a des crocodiles, on n'était pas dingue, on savait qu'il n'y avait pas de crocodile. Par contre, quand on avait les pieds là, on disait je peux me les faire croquer. Et on avait une vraie émotion, on avait un vrai sentiment. D'accord, notre imaginaire fonctionnait. D'accord. Aujourd'hui on est grand, ouais, on ne croit plus à ça, et on ne ressent plus. Dommage. Et il y a un fait qui pour moi est essentiel en hypnose, et en tout cas en auto-hypnose, c'est juste pour savoir qui fait de l'auto-hypnose ou qui a déjà essayé dans cette salle. Ok, ouais, d'accord, il y a quand même quelques mots.
Alors vous allez voir si c'est votre cas. En tout cas, ça a été très longtemps mon cas, et longtemps c'est en année. On comprend pourquoi je le dis avec autant de vigueur. C'est que souvent, je prends un exemple. Là par exemple, vous m'écoutez, et a priori à aucun moment vous vous êtes dit il faut que je me mette dans un bon état de conscience modifié, ou en tout cas approprié à l'écoute. A priori non. Quand vous révisez, quand vous avez révisé, quand vous apprenez des cours, a priori vous ne vous dites pas ok, avant de réviser, il faut que je me mette dans un état de conscience particulier. À la mémorisation, tant que je ne suis pas dans cet état, je ne bosse pas. On n'aurait pas beaucoup bossé si on avait dû attendre ça. Et en fait, c'est une démarche contre-intuitive qu'on a, en tout cas en hypnose. Je vais prendre un dernier exemple. Quand on va se coucher, il y a des personnes qui le font, les insomniaques font ça quelquefois. Quand on va se coucher, on n'attend pas non plus d'être dans un état particulier de conscience modifiée, parce que souvent c'est la définition du mot, un état de modifié de conscience. Et on n'attend pas d'être dans cet état pour pouvoir s'endormir. En revanche, il y a un contexte, si je reprends même quand on apprenait, le contexte c'est mon bureau. Je suis à mon bureau, et parce que je suis à mon bureau et que je fais les choses, je me retrouve de facto dans cet état de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, en hypnose, et c'est un peu, alors, je ne sais pas si c'est très parlant, mais ça me vient, je le dis, c'est un peu l'appétit vient en mangeant. On va voir comment ça vient. Et l'idée, c'est que, moi, simplement pour vous expliquer mon process, je me mettais assis, et je me disais, j'avais lu plein de bouquins, j'avais bouffé des vidéos, j'étais simplement passionné, et je me disais, ok, état d'hypnose, c'est parti. Et surtout que j'arrivais dans une démarche scientifique, souvent cartésienne, aussi, j'ai pas lu des cartes, et du coup je me disais, ok, est-ce que je suis hypnotisable? J'avais cette croyance-là. Perte de temps, je vous le dis tout de suite. Donc j'étais assis, et je me disais, tant que je ne suis pas dans l'état d'hypnose, je ne peux pas bosser. Je ne peux pas faire le protocole, entre guillemets, que je pourrais imaginer. Le truc en 10 étapes, qu'on a lu dans un bouquin. Du coup j'étais là, ok, c'est l'hypnose. Si vous pouviez arrêter de faire du bruit, et il fallait vraiment que je sois dans un état particulier. De temps en temps, j'y arrivais. Je finissais souvent par m'endormir. Je pense qu'on doit se reconnaître quelques-uns dans la salle. Très bonne façon pour s'endormir. Et donc, j'avais cette démarche contre-intuitive. Aujourd'hui, l'état d'hypnose, je vous donne une technique. C'est la mienne, en tout cas, c'est celle que j'utilise au quotidien. Je m'assois. J'ai les yeux fermés. On peut garder les yeux ouverts. J'ai même tendance à penser que c'est intéressant aussi de faire les yeux, tout simplement pour s'entraîner. Et moi, je vais utiliser en fait un principe tout simple, entre guillemets. Je vais simplement me poser et imaginer que ma tête est un peu comme une boussole. Vous savez, là, votre tête, par exemple, a priori, elle tient toute seule. Si on y réfléchit, elle ne tient pas vraiment toute seule. C'est-à-dire que vous utilisez énormément de muscles pour la faire tenir, en permanence. Pensez aux petits bébés, qui sont comme ça et qui se musclent simplement le cou. C'est le cou et les autres muscles qui permettent d'avoir une tête qui se maintient. Donc finalement, on a une partie de nous, automatique, qui gère nos automatismes, en tout cas qu'on pourrait appeler inconscient, qu'on a tendance à appeler l'inconscient en hypnose, qui finalement gère tous ces muscles, gère notre respiration et bien d'autres automatismes. Et du coup, je commence à simplement lui donner un peu le champ libre, comme une boussole. Donc au début, c'est moi qui bouge comme ça. Alors c'est génial dans le métro. On essaie de minimiser quand même les mouvements. Mais donc je bouge comme ça au début, et puis petit à petit, ce mouvement-là est vraiment comme une boussole. C'est-à-dire que vous essayerez chez vous, sinon ça va faire bizarre. Il y a des moments où on sent qu'on a envie de tourner la tête à droite. C'est plus agréable, puis à un moment donné, peut-être parce qu'on a l'idée de la boussole dans la tête. Ce que je veux dire, c'est que j'en fais pas plus. Alors je commence par respirer un petit peu, et Kevin en parlera tout à l'heure, parce que la cohérence cardiaque aide aussi, c'est propice pour l'état d'hypnose. Et en fait, progressivement, je vais commencer à oublier même l'idée de l'hypnose. Je me mets dans un contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme un bureau. Je me mets dans ce contexte-là, qui pour moi est un contexte de lâcher prise. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Et je joue comme ça avec ma tête, puis à un moment donné, j'y pense plus, peut-être même qu'elle s'arrête. Et simplement, je commence à faire mon travail. Je commence à faire le protocole que je m'étais mis en tête et que j'avais envie de faire. Vous allez voir ce que j'entends par protocole. Ça peut ressembler à ce que j'avais fait avec l'enfant. Un petit robinet, c'est un protocole. Pas forcément besoin d'avoir 10 étapes, surtout au début, pour commencer à travailler et faire un travail qui va être prolifique. Alors, avant de donner une définition de l'hypnose qui peut être intéressante simplement pour cadrer les choses, j'aimerais revenir sur 3 caractéristiques de l'état d'hypnose. Quand on rentre dans l'état d'hypnose, on va vivre une hausse de la conscience de soi, une hyperassociation. Ce qui fait qu'on va avoir une activation de la zone des émotions dans notre cerveau. Et ce fait-là est très important.
on va aussi vivre une baisse de la conscience de l'environnement. La baisse de la conscience de l'environnement, c'est finalement ce qu'on appelle une dissociation. Et pendant longtemps, et je l'entends encore aujourd'hui, on dit l'état d'hypnose, une définition, l'état d'hypnose est un état de dissociation. Voilà. Je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où, effectivement, si là je rentre dans l'état d'hypnose et j'imagine que je suis là, je fais un grand chemin dans ma tête, si j'imagine que je suis là, donc effectivement je suis dissocié de cette place-là. En revanche, je suis associé ici. Et c'est ce que je disais, c'est une hyper-association, c'est une association à la conscience de soi, une hausse de la conscience. On va aussi vivre une baisse de l'activité cérébrale des zones spatiales et temporelles. C'est-à-dire qu'on perd la notion de l'espace et on perd la notion du temps. J'ai pu passer des fois 7 heures dans l'état d'hypnose, parce que simplement je n'ai pas mis de réveil et je peux vous garantir que je n'ai pas dormi, c'est long. Et on s'en rend pas forcément compte. À votre avis, ces caractéristiques-là, on les retrouve dans quel autre état naturel et tous les jours? Pourquoi ça vous fait penser? Dans le sport, ouais, effectivement, on peut retrouver toutes ces caractéristiques. Ouais. J'ai envie de dire plus simple. Tous les jours. Exactement. Quand on rêve. Si on y pense, et je vais prendre un rêve qui, statistiquement, en tout cas, la majorité des personnes l'ont fait ici, c'est, je dis rêve, c'est un cauchemar, c'est être poursuivi, le rêve de poursuite. Ce rêve-là, il est intéressant parce que, a priori, ça n'est qu'un rêve, c'est de l'imaginaire, pourtant on le ressent bien, on le vit bien. Nos émotions sont très actives à ce moment-là. Et pourquoi j'emploie ce terme-là, souvent les émotions, parce que c'est une des composantes qui fait que le changement peut exister en hypnose. C'est pas une composante qui fait qu'on rentre dans l'état d'hypnose, mais c'est une composante qui fait que le changement, en préparation mentale, on va avoir un réel impact. J'ai une conviction personnelle, et elle vient pas de moi, je ne l'accapare pas, mais je suis assez d'accord avec ça, c'est qu'il n'y a pas de changement sans émotion. C'est pas systématique, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Parce que l'émotion, c'est ce qui va faire finalement une espèce de colle avec nos apprentissages. Je vais prendre un exemple tout simple. Qui se souvient de ce qu'il faisait il y a 15 ans, presque jour pour jour, le 11 septembre 2001? 2 secondes, levez la main ceux qui se souviennent. Ok. Tout simplement, et alors, pour vous donner mon cas, je rentrais de l'école. Kevin, c'est pareil. Rentrer de l'école. Fait ultra banal. Il n'y a pas mieux pour oublier un souvenir aussi répétitif, aussi simple que rentrer de l'école. Sauf que, moi je rentre de l'école, et je regarde ma télé, et là je me dis, waouh, choc, peur, incompréhension, un mélange finalement, le pack terrorisme, et j'ai ce truc-là qui vient faire effet de colle en fait à l'intérieur. Et c'est intéressant de penser les choses comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait une émotion. Je pense que vous l'avez tous vécu plusieurs fois, et en tout cas, souvent on se souvient mieux de ce qui colle comme ça. Ça, on va dire, c'est un peu l'ingrédient mystère en hypnose, dans le changement. Forcément, on peut être qui on veut. Ça va poser, vous allez voir, un autre problème, parce que si je peux être qui je veux,